Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Bargny. Bargny est un petit village de 330 habitants, sans gentilé, et se situe sur la départementale 51, au nord de Bay, à proximité de la départementale 332, entre ce dernier et Crépy-en-Valois. Le village se trouve sur un plateau agricole entre la forêt de Ray et la vallée de la Grivette. Pour la toponymie de Bargny, les anciens noms du village, on se heurte à des divergences de points de vue entre géographes et historiens. En effet, Louis Grave, dans son précis statistique, part du fait que ce village était le Brénacum, dont parle Grégoire de Tours à plusieurs reprises dans son Histoire des Francs. Hypothèse soutenue par l'abbé Jean Leboeuf, prêtre, historien et érudit français. La position de cette antique ville-là a divisé bon nombre de géographes et d'historiens. Le plus grand nombre, notamment l'illustre Mabillon, a voulu voir le Brénacum à Braine, dans l'Aisne, à cause de la ressemblance de nom. D'autres la cherchaient à Berny-la-Rivière, ou encore Brigny-sur-Ourcq, ou Bernay. L'abbé Leboeuf, qui a réfuté ces hypothèses par un examen rigoureux des faits, a solidement établi les motifs qui devaient faire reconnaître à Bargny le Brénacum des chroniques mérovingiennes. Mais encore de nos jours, les avis sont partagés concernant la localisation de cette ville-là. Je vais donc me référer au livre de Louis Grave et vous rapporter les anciens noms qu'il prête à Bargny. Ce village aurait donc eu jadis beaucoup de noms différents. La liste est trop longue et parfois ce n'est qu'une lettre qui change, donc je vais vous rapporter les principaux. Brénacum, Bérignacum en 1138, Berniacum en 1145, Bérignacum en 1202, Bérigny en 1234, Bargny, Bargny-en-Valois au XIXe et enfin le Bargny d'aujourd'hui. Une tradition attribue aux Romains la fondation de ce lieu. Elle n'est appuyée sur aucune preuve directe, mais selon toute probabilité, Bargny était situé à la portée d'une voie qui menait de La Ferté-Milon à Nanteuil-le-Haudouin et Paris, ce qui est un indice d'antiquité. En fouillant dans l'année 1836 près du village, on découvrit des objets d'art romain et, entre autres, des vases de bronze de belle facture. L'histoire de Bargny commence peut-être, comme je le disais précédemment, avec le Brénacum dont parle Grégoire de Tours. Brénacum, villa royale des Francs, fut l'un des lieux favoris de résidence du roi mérovingien Clotaire Ier ainsi que son successeur Chilpéric Ier et de son épouse Frénégonde. On prétend que Clotaire Ier fit bâtir le palais pour y déposer un trésor. Il est plus probable qu'on y éleva d'abord une maison de chasse. La plaine de Bargny faisait alors partie de la forêt de Ray qui s'avançait jusqu'au canton de Nanteuil. On assure ainsi que les jardins de la demeure royale s'étendaient jusqu'aux étangs de Maclean. Grégoire de Tours rapporte que Chilpéric, l'un des 4 fils de Clotaire Ier, après avoir conduit le corps de son père de Choisy-au-Bac à Soissons, se rendit en ce lieu pour s'emparer du trésor et vint ensuite à Paris. Sigebert, roi d'Austrasie, occupait en 571 le palais de Bargny qui dépendait alors de Paris et non du Soissonnais. Chilpéric, roi de Soissons, s'en saisit vers 575 après la mort de son frère. En 580, les 2 fils de Chilpéric moururent à Bargny, qui est encore mentionné en 593 à l'occasion de la guerre entre Clotaire, fils de Chilpéric, et Childebert, roi d'Austrasie. En 754 eut lieu dans ce palais une assemblée générale des grands du royaume convoquée par Pépin. Louis le Débonnaire fit présent du domaine à l'abbaye de Saint-Denis en se réservant la haute justice. Les religieux s'occupèrent seulement des droits utiles et aliénèrent la propriété du château qui, après plusieurs possesseurs, appartenait à la fin du Xe siècle au seigneur de Crépy-en-Valois. Il tombait en ruine et on abandonna ses restes au maire ou juge du lieu. Quant à la chapelle du palais, Raoul IV, comte de Vermandois et de Valois, en fit présent vers l'année 1145 à l'abbaye du lieu restauré qu'il venait de fonder. La terre de Bargny, démembrée, constitua différents fiefs dont une partie revint avec le temps au monastère du lieu restauré. En 1329, Philippe de Valois donna à la chartreuse de Bourg-Fontaine les redevances qui lui appartenaient encore en ce lieu.
Les Chartreux échangèrent ces revenus vers 1446 contre la terre de Bémont qui appartenait au lieu restauré et qui était voisine de leur monastère. En définitive, l'abbaye finit par posséder la totalité de l'ancien domaine royal et ce jusqu'à la Révolution. Au XXe siècle, durant les premières semaines de septembre 1914, Bargny se retrouve au cœur de la tourmente de la première bataille de la Marne. Les Allemands ne restent qu'une petite semaine à Bargny où se déroulent les rudes combats des 7, 8 et 9 septembre. Le village est pris puis abandonné plusieurs fois. D'ailleurs, en septembre 2016, pour le centenaire de la Grande Guerre, a été organisée une reconstitution de la bataille de l'Ourcq à Bargny, avec uniformes, chars, canons et figurants venus rendre hommage aux soldats tombés durant cette terrible guerre. Une reconstitution à laquelle je suis vraiment triste de n'avoir pu y assister. Une petite vidéo de ce week-end est disponible sur YouTube dont je vous mets le lien en description. Allons découvrir l'église de Bargny. L'église Saint-Rémy occuperait l'emplacement de la chapelle du palais mérovingien de Brennacum et n'a été érigée en église paroissiale qu'en 1238. L'édifice, orienté à peu près régulièrement, se compose d'une nef de 3 travées, d'un bas-côté sud, d'un chœur avec une chapelle au nord et une abside en hémicycle. L'édifice a été maintes fois remanié. La partie la plus ancienne est l'abside en hémicycle qu'une fenêtre avec décor de billettes et 2 contreforts plats permettent de dater de la fin du XIe siècle. Une simple nef sans bas-côté lui était certainement associée, mais des travaux importants furent réalisés au milieu du XIIe siècle avec la construction d'un petit transept et d'une nouvelle nef de 3 travées avec bas-côté. Il ne reste que le croisillon nord ainsi que le mur attenant avec ses 3 arcades brisées, aujourd'hui bouchées à la suite de la démolition du bas-côté nord. L'église a été restaurée en 1997. Le portail de style classique date probablement du XVIIe. Le clocher qui était encore à colombage en 1979, comme on peut le voir sur cette photo de M. Dominique Vermand, est maintenant recouvert d'ardoises avec un toit à 4 pans. L'abside reste un magnifique témoignage de l'art roman dans la région. À l'intérieur, l'édifice ressemble un peu à celle de Cuvergnon, mais avec le bas-côté au sud. La nef est très large et le plafond en solide apparente est du plus bel effet. Le transept est voûté d'ogive, quant à l'abside, elle comprend un plafond de solive aussi, mais sans nul doute devait-elle autrefois être voûtée ou en cul de four. L'église est belle et simple, les colonnes sont sans chapiteaux ni moulures. On peut constater, dans le croisillon nord et sur le mur nord de la nef, les anciennes arcades du bas-côté aujourd'hui bouchées. On peut aussi les voir de l'extérieur. On peut aussi voir une curiosité intéressante. Au XVIIe, les derniers travaux de reconstruction furent la pose d'un plafond à solive apparente, très bien remise en valeur avec les restaurations achevées en 1997 sur la nef et le bas-côté sud. Pour le soutenir, des pilastres furent lancés sur les murs nord et sud, obstruant ainsi quelques fenêtres. Il n'y a plus que quelques bancs, le reste des places assises étant occupé par des chaises, et le carrelage est assez récent, ce qui donne un aspect moderne à l'édifice. À cela, il faut ajouter le sas d'entrée en verre qui a une vingtaine d'années et qui permet l'aération de l'église, sa protection et la possibilité de voir son bel intérieur. Les fonds baptismaux sont à gauche en entrant et à droite le bel escalier intérieur qui mène au clocher. L'abside comprend le maître-autel et un très beau tabernacle. Le bas-côté sud comprend un autel dédié à la Vierge et à côté on peut voir une belle niche moulurée. À noter une dalle funéraire à effigie gravée qui a été conservée mais qui est pratiquement illisible maintenant. L'édifice possède aussi 2 belles clés de voûte. Il y a encore sous l'escalier l'ancien système d'horlogerie et un brancard à bras de conservé. L'église ne possède pas de mobilier classé ou inscrit au monument historique. Retournons dans les rues du village. Le monument aux morts est une plaque apposée sur le mur de l'ancienne mairie car une nouvelle mairie plus fonctionnelle a été installée à côté. Il n'y a pas de calvaire ni de lavoir sur la commune mais 2 belles mares, l'une à l'entrée sud et l'autre au nord du village. Il n'y a plus de commerce, mais 3 fermes en activité, dont la ferme Garnier qui vend des produits fermiers locaux et Écograin pour la vente d'alimentation animale. 3 cafés se trouvaient encore dans le village en 1900, ainsi qu'une pépinière renommée appartenant à M. Morel Potier.
On trouve quand même un studio photo rue Saint-Thomas pour des photos en studio, en extérieur ou mariage, baptême, etc. Si vous êtes intéressé, je vous mets le lien du site en description. Pour l'école, Bargny fait partie d'un regroupement pédagogique intercommunal avec Bay et Antilly. Chose que j'ai oublié de citer dans la vidéo sur ce dernier village. Et je m'en excuse. On peut voir en flânant dans les rues deux belles demeures. La première, rue de la Clergerie, est appelée la ferme brûlée, car c'était une ferme dont le corps d'habitation a été détruit pendant la Première Guerre mondiale et dont la grange restante a été réhabilitée en habitation. L'autre belle demeure est une maison du 19e, mais qui a probablement été construite à l'endroit d'une habitation peut-être plus importante et qui, avec la ferme voisine, appartenait autrefois au couvent des Ursulines de Crépy-en-Valois. Le propriétaire actuel, que je remercie infiniment, restaure cette demeure qui est restée abandonnée de 1845 aux années 2000 lors de son rachat et qui lui a nécessité de gros travaux et un très grand investissement personnel. Mais il a réussi à redonner un charme et une âme à cette très belle demeure. Elle était encore appelée, il n'y a pas si longtemps, le château. Voilà, c'est ici que se termine notre découverte du village de Bargny, et si ce village n'a pas de grands monuments, il peut se vanter d'avoir probablement reçu 2 rois mérovingiens, et ça, tout le monde ne peut pas en dire autant. Je tiens à remercier Madame Vanier, maire de Bargny, pour son accueil, son aide et sa gentillesse. Je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont aidé dans la préparation de cette vidéo. On se retrouve bientôt pour une nouvelle découverte d'un village isarien, et en attendant, n'hésitez pas à mettre un j'aime et un commentaire si cette vidéo vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt. Au revoir Bargny.